13h37, évidemment, on déroule l'actualité avec Georges Fenech, avec Jean-Claude Dacier et vous, chers auditeurs d'Europe 1. On va parler aussi de cette intersyndicale enseignante qui a lancé un appel à la grève aujourd'hui. Parmi leurs revendications, les syndicats réclament l'abandon des mesures du choc des savoirs voulues par Gabriel Attal, notamment les fameux groupes de niveau en maths et en français. Alors avant de vous entendre, on va prendre une auditrice, c'est Sandrine qui nous écoute en Bretagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous vouliez réagir sur ce sujet, les groupes de niveau, le choc des savoirs? Oui, alors moi, je ne suis pas directement concernée parce que je suis professeure d'anglais. Mais dans mon établissement, je participe activement à la réflexion qui est menée sur les groupes de niveau. Alors pour ou contre dans votre établissement, ces groupes de niveau? Écoutez, contre. Oui. Je dirais qu'il y a deux aspects qu'il faut considérer dans la situation. Il y a le fond et la forme. C'est-à-dire? Alors, nous, par exemple, on est un tout petit établissement. Donc, au niveau des moyens, ça va être très compliqué d'organiser ces groupes de niveau parce qu'on est très petit, donc il faut des personnes ressources, il faut pouvoir s'organiser. Donc c'est un problème d'encadrement, quoi? Pas uniquement. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a aussi un aspect qui est fondamental, c'est que ces groupes de français et de maths vont concerner donc les mêmes élèves. Or, là, par exemple, je viens d'appeler une collègue de français qui est très proche et avec qui on discute beaucoup de cela. Elle me dit, le problème principal, c'est que il faudrait pouvoir dissocier des groupes de maths et des groupes de français, car les élèves n'ont pas forcément le même niveau en français et en maths. Or là, on va avoir l'ensemble des élèves qui vont être regroupés sur ce groupe de niveau pour le français et les maths. Donc ça pose déjà un souci fondamental que les enseignants ne peuvent pas entendre. Vous voyez? Alors, c'est un problème de fond ou un problème de forme, Sandrine? Écoutez, il y a le problème de fond, il y a le problème de forme, et les deux interagissent, vous voyez. Donc là, je vous parle au nom de mes collègues, et en fin de compte, on a aussi une réduction d'heures, avec un impact sur les autres matières, parce qu'il faut dégager, au niveau des GH, des moyens pour organiser ces groupes de niveau. Donc ça, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, c'est la forme. Si au niveau du fond, alors là, peut-être ça n'engage que moi, mais peut-être d'autres enseignants aussi. Moi, je pense que la réflexion, elle est beaucoup plus dense que ce qu'elle n'y paraît, puisqu'on va parler de groupes homogènes et de groupes hétérogènes, vous voyez. Oui. Ensuite, c'est toute une réflexion sur l'enseignement en groupe d'élèves de même niveau et élèves qui sont mélangés. Merci beaucoup Sandrine, c'est tout l'enjeu effectivement de ces groupes de niveau qui ne sont d'ailleurs plus des groupes de niveau, on les appelle groupes de besoin. C'est comme ça qu'ils ont été renommés. Georges Fenech, on va pas parler de la logistique, on va plutôt parler du fond en fait. C'est un caillou dans la chaussure pour Gabriel Attal qui perd finalement son totem d'immunité sur son choc des savoirs, son maintien de l'ordre, la réforme de l'éducation. Il a nommé Nicole Belloubet, que je sache. Qui a rétropédalé sur le sujet. Et alors il faut savoir qui dirige ce pays. Est-ce que c'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement ou chaque ministre fait ce qu'il veut dans son coin? Pourquoi a-t-elle requalifié effectivement ces groupes de niveau en groupes de besoin? Parce qu'elle est, je pense, intimement convaincue qu'il ne faut pas aller vers la sélection. Voilà. C'est un problème purement idéologique. Quand on voit l'échec ces dernières années de notre système d'acquisition des savoirs, il est temps de réagir. Notre classement PISA qui ne cesse de dégringoler. Ce classement, bien entendu. Donc l'idée que beaucoup soutiennent de Gabriel Attal, c'est de permettre aux élèves les plus méritants de ne pas être pénalisés, de ne pas être retardés, et de faire en sorte que ceux qui ont du mal à suivre, on puisse s'en occuper davantage et de manière spécifique, je dirais. Et là, vous avez tout à coup l'idéologie, non, il faut que tout le monde soit à la même égalité. On tire la France vers le bas plutôt que vers le haut. Exactement. Donc là, tout à coup, alors qui dirige le pays? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que ce sont les syndicats professionnels, les syndicats d'enseignants qui empêchent les réformes voulues par le pays? En tout cas, cette grève, c'était quand même Tout le monde sait que les syndicats d'enseignants et les syndicats de parents d'élèves, d'ailleurs, co-gèrent le ministère de l'Éducation nationale, et qu'en effet, c'est un vrai problème. Je crois, comme Georges l'a dit très bien, je pense que derrière la querelle de mots, la querelle sémantique entre groupes de besoins et groupes de niveau, il y avait quoi? Il y avait un vrai problème politique, qui était où on dégage des élites, où on ne le fait pas. Ou en tout cas, on le fait avec moins de réussite potentielle. Un groupe de niveau, c'est vous regrouper
ensemble un certain nombre d'élèves qui sont a priori aptes, voire brillants, pour essayer de progresser. C'est la querelle des élites qui était en réalité en question. Mais c'est un camouflet pour Gabriel Attal quand même. Ce rétropédalage, cette grève. Politiquement, il a été en effet obligé, me semble-t-il, à moins qu'il nous explique que c'est pas le cas, de remettre un peu dans sa poche cette réforme qui était une réforme essentielle et importante pour l'éducation nationale dans son ensemble et pour notamment l'école publique. Mais Madame Belloubet ne voit pas les choses du tout de cette façon. Elle ne veut pas de tri. Alors tri, c'est terrible. Elle ne veut pas de discrimination. Elle veut ponctuellement apporter le soutien nécessaire pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi à des élèves qui sont un peu faiblards en maths ou faiblards en français. Ça n'a rien à voir avec cette querelle qui est au fond la mission même de l'éducation nationale. C'est une société qui fonctionne pour effectivement essayer d'élever tout le monde à peu près ensemble et au même niveau, rêve inatteignable et qui n'est jamais atteint, ou est-ce qu'on essaie de dégager pour le meilleur et le mieux du pays des élites qui feront marcher le système un peu mieux qu'il ne marche aujourd'hui. Et au même moment, il y a ce bras de fer école publique, école privée, puisque le rapport parlementaire signé d'un député LFI et d'un député Renaissance exige davantage de contrôle des établissements privés sera présenté cet après-midi à l'Assemblée nationale avec des sanctions à la clé. Ce rapport qui relance le débat politique sur la gestion de cet enseignement privé sous contrat. Alors, qui veut la peau du privé, Georges Fenech ? Écoutez, qui a déposé, qui a initié ce rapport, sinon encore LFI. Oui, c'est M. Vanier. Voilà, M. Vanier. Donc on voit bien qu'on veut rallumer, comme on dit, la guerre, la guerre scolaire. La guerre scolaire. On veut c'est pas la première fois que ça se produit. Bon, alors après qu'il puisse y avoir effectivement peut-être besoin d'une meilleure transparence des comptes, comme l'avait dit la Cour des comptes. Oui, mais donner une telle dimension, un tel éclairage, on voit bien qu'encore une fois, c'est une remise en cause de l'enseignement privé qui est une garantie, je le rappelle, constitutionnelle. On va pas rallumer la guerre scolaire. Et tout cela, il faut qu'on en prenne bien conscience que, en réalité, il y a des coups de boutoir qui sont, depuis l'affaire de Sounet-Stanislas, il y a des coups de boutoir qui sont donnés à l'école privée. 97%, effectivement, l'enseignement catholique, c'est 97% des écoles privées sous contrat, et il y a quand même 7500 établissements privés sous contrat en France. Jean-Claude Dacier, que pensez-vous de ce bras de fer, justement, de ces attaques en règle contre le privé ? Anecdotique. C'est anecdotique ? Anecdotique, parce que je pense que personne, surtout par les temps qui courent, n'osera ou ne fera ce qu'il faut pour rallumer la guerre scolaire. Sauf peut-être, et c'est le cas de M. Vanier, député LFI, sauf peut-être des gens qui préconisent, attendent un certain chaos né d'une certaine révolution. Et c'est vrai que l'éducation nationale, dans la situation où elle est, qui est peu flamboyante, offrirait sans doute un terrain de manœuvre utile, efficace, intéressant pour les gens de la France insoumise. Mais très honnêtement, c'est l'éducation nationale dans sa partie publique qui va mal, qui est des reproches à faire, tu l'as dit, c'est une évidence, sûrement. Ce qu'il reproche, c'est le 75% du financement total, mais alors, qui est donc j'ai regardé les chiffres quand même, il y en a pour 11 milliards tous les ans, 8 milliards pour l'État, 3 milliards pour les régions, et le reste est fourni par les familles et certaines entreprises. Bon, c'est parfaitement raisonnable. Avec ça, François Mitterrand a mis un terme, à juste raison, à la guerre scolaire dans les années, c'était quoi ? C'était 83, non ? Je me souviens plus, 82, 83. 1 million de personnes dans les rues. Et depuis, essayer de la rallumer n'est pas raisonnable. Les problèmes de l'éducation nationale publique ne doivent pas retentir le moins possible, en tout cas, sur l'enseignement privé, qui marche pas si mal, me semble-t-il. Donc, que l'éducation nationale essaie, elle manque pas d'argent et de moyens, je crois, d'essayer de traiter ses propres problèmes, ça serait plus utile que d'essayer de chercher des poux dans la tête des enseignants du privé. 13h46, on est ensemble jusqu'à 14h. Restez bien avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous voulez réagir sur le prochain sujet, on va parler du 50e anniversaire de la disparition de Georges Pompidou. C'était le 2 avril 1974. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de Pompidou ? Eh bien, on va se poser la question avec vous. À tout de suite sur Europe 1. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud.